Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Petit souci technique. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Vous avez le chat, vous avez les petits retours par emoji si vous le souhaitez. Je vous laisse me confirmer ça. Ah, j'ai perdu mon écran. Bon, petit souci technique, ça arrive. Ça laisse peut-être le temps. On vous voit et on m'entend parfait. Ça laisse le temps au retardataire d'arriver peut-être. Allez, je vais vous partager mon écran qui va être la deuxième difficulté du jour. J'ai l'impression sur le retour que c'est bon, qu'on voit mon écran. On va donc pouvoir y aller. Donc, bienvenue à ce webinaire Tenaci pour parler aujourd'hui des contrôles permanents, clés de la sérénité. Vous nous direz en fin d'atelier si ce qu'on vous propose vous rend plus serein par rapport à un sujet comme la conformité qu'on va adresser en direct. Tac, allez, j'ai mes petites habitudes, j'ai toujours tendance à faire des petits sondages, ça permet d'animer et de voir qui est un peu dans les participants. Voilà. Quel est votre métier pour savoir finalement qu'est-ce que vous venez chercher autour de ce webinaire sur les contrôles permanents. Et ça me laisse le temps de faire mes derniers petits réglages techniques, je vous l'avoue. Bon, allez, pour commencer, déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Baptiste David, je suis responsable du marketing stratégique chez Tenaci. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, alors, on va faire une rapide introduction à Tenaci qui anime aujourd'hui ce webinaire, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On parlera donc aujourd'hui des contrôles permanents. Regardons ensuite qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi parfois c'est difficile de les faire. Les petits tips sur finalement comment réussir vos contrôles, votre plan de contrôle permanent. Et puis, on parlera aussi un peu du produit Tenaci, finalement, voilà, l'outil qui est construit pour passer l'étape et pour franchir ce cap qui est craint par beaucoup autour des contrôles permanents. Vous avez l'onglet chat si vous avez des questions. Donc, il y aura à la fin nécessairement une session de questions-réponses, mais si durant l'atelier, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à interagir. Ah, je vois que j'ai une notification. RSSI adjoint. Ah, j'avais pas la case. Désolé, je le mettrai à jour peut-être pour la prochaine fois. Bon, on va rentrer ça dans la grande famille des pilotes de la cybersécurité. Alors, Tenaci est un éditeur d'une solution de pilotage de la cybersécurité, donc dont l'objectif, la promesse, est de pérenniser les organisations grâce à un usage plus efficace des ressources cyber. Finalement, ce qui se cache derrière, c'est que aujourd'hui, piloter la cybersécurité, c'est compliqué, ça prend du temps et avec des résultats dont aujourd'hui on peut se poser la question de l'efficacité et surtout, finalement, comment on veut faciliter ce pilotage du risque cyber avec toujours la notion de recherche d'optimisation. Et je pense que d'ailleurs, ça tombe bien, le sujet des contrôles tel que je vais vous le présenter aujourd'hui est un très bon exemple. Quelques chiffres sur Tenaci qu'habituellement on présente. On est 50 collaborateurs aujourd'hui, répartis à peu près à 50-50 entre les équipes techniques qui vont éditer, maintenir et faire évoluer l'équipe, la solution, la plateforme Tenaci, et des équipes sales, marketing, CSM qui vont vous accompagner dans cette nouvelle manière de piloter votre cybersécurité. On a aujourd'hui plus de 150 clients en France, en Europe francophone, des organisations de toute taille qui vont outiller leur pilotage de la conformité, leur gestion du risque, leur gestion des tiers. Finalement, on le verra peut-être, vous le voyez déjà à travers la capture d'écran ici, le menu, l'ensemble des cas d'usage que l'on adresse, qui vont au-delà du contrôle permanent. 150 entreprises de l'ETI qui est certifié ISO 27001 et HDS aux grands groupes comme par exemple Michelin ou Bouygues qui veut piloter aussi la conformité de ses filiales. Voilà. On adresse l'ensemble de ces clients.
présents sur le secteur public grâce à nos référencements notamment. Et ben finalement, j'accélère un peu vu qu'on a pris un peu de retard au début, mais on va directement rentrer dans le cœur du sujet des contrôles permanents. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le contrôle permanent, c'est traditionnellement une activité qui est associée au contrôle interne. Donc, on le voit, c'est présent dans le domaine de la cybersécurité, de plus en plus associé aux conformités, mais c'est quelque chose qui existe plus largement avec des contrôles de conformité au-delà de la cyber, très présent dans le côté bancaire pour aller détecter et contrôler en continu, que ce soit sa conformité à des réglementations, maîtriser sa gestion des risques ou tout simplement pour aller faire de la performance opérationnelle. Donc, c'est du contrôle interne qui est de plus en plus associé à la cybersécurité et c'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est finalement le contrôle permanent? C'est d'aller vérifier en continu, de manière régulière, si les mesures de sécurité, les dispositifs de sécurité qu'on a identifiés sont toujours en place et sont toujours efficaces. Donc, c'est bien sûr la notion de contrôle, mais on parlera aussi de mesure de la performance, savoir si c'est aujourd'hui suffisant. Il faut se le faire, il faut se le poser régulièrement. Alors, on reviendra sur cette notion de régulièrement. Quels sont les bénéfices de le faire régulièrement plutôt que lors la traditionnelle mise à jour de l'analyse de risque que l'on va faire tous les ans si on est un peu fort ou 3 ans au minimum dans le cadre d'une certification ISO 27001 par exemple. Mais c'est bien ça, cette idée de faire la vérification de la cybersécurité en continu. Alors, le thème du jour, le nom du webinaire, les mails et la communication qu'on a fait portent le nom de contrôle permanent. C'est ce que vous retrouverez majoritairement dans la littérature, dans ISO, dans nos propres publications chez Tenacy, vous retrouvez sur notre site. Mais je sais qu'en fonction des organisations, on peut parler aussi de supervision. Alors en fonction des organisations, en fonction des réglementations que vous allez chercher, on est bien dans de la supervision cybersécurité en termes de pilotage. Je ne parlerai pas ici de la supervision technique qui a vocation à détecter des incidents. Je ne veux pas vous parler de log, de SIEM, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est bien dans un cadre de pilotage de la conformité, pilotage des risques, dans de l'organisation autour de la cybersécurité. D'où le fait que vous êtes une grande partie RSSI à vous intéresser à ce sujet aujourd'hui. Donc, pourquoi mettre en place du contrôle permanent dans vos organisations? Le premier sujet, c'est de la conformité. Ça reste la base du SMSI, c'est garantir l'hygiène quotidienne que l'on applique et ça permet également de traiter ce qu'on va appeler l'amélioration continue. Parce que finalement, vérifier, contrôler sa cybersécurité de manière régulière et le faire sous-traiter dans certains cas, maîtriser l'hygiène et l'amélioration continue. Pourquoi le contrôle permanent de faire ça? Parce que finalement, vous allez détecter les problèmes régulièrement, très tôt, et donc du coup, pouvoir vous améliorer sans attendre l'audit annuel que vous faites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième associé à la conformité, finalement, c'est que si vous devez être conforme, vous devez vous-même vous contrôler. C'est pour ça contrôle interne, audit interne, ISO nous l'apprend, vous n'êtes pas censé attendre l'auditeur externe pour vous dire ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Vous êtes censé vous-même le détecter, le contrôler, le vérifier. Et donc, c'est bien la base du contrôle permanent. Alors, je parle beaucoup d'ISO parce qu'ISO nous parle beaucoup d'ISO 27001. Dans les directions que prend NIS 2 et les nouvelles réglementations, oui, on va aussi avoir cette notion de proactivité dans la maîtrise de la conformité. Vous ne devez pas attendre l'auditeur. Et d'ailleurs, quand l'auditeur arrive, c'est bien le propre du contrôle permanent, c'est que vous n'apprenez rien. Vous avez fait les mêmes contrôles que lui régulièrement, donc ce qu'il va constater, vous l'avez déjà constaté et d'ailleurs anticipé. Et le meilleur moyen de contrer un audit, c'est quand il détecte quelque chose, dire oui, regardez, j'ai déjà l'action d'amélioration qui est en place. Il y a également le deuxième sujet. Alors, on nous parle souvent la vision risque versus la vision conformité, finalement, d'un point de vue sécurité du système d'information. À quoi sert le contrôle permanent? D'être proactif. C'est d'anticiper et de ne pas découvrir les problèmes le jour de l'incident.
vous détectez, vous anticipez ce sujet-là. Je parle ici de vulnérabilité, qui est un terme que l'on associe très régulièrement au scan, aux audits techniques, aux tests d'intrusion, aux tests red team, appelons ça comme vous voulez. Finalement, on est là plus largement dans la notion de vulnérabilité, d'écart. Certains appellent ça des problèmes, quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas comme il devait être prévu. Donc finalement, si je reprends l'histoire, vous vérifiez régulièrement l'application de vos mesures de sécurité pour éviter de s'en rendre compte le jour où vous en subissez déjà les conséquences négatives. Et le troisième sujet de pourquoi le contrôle permanent est intéressant, c'est le bénéfice en termes de performance. Le contrôle permanent va vous permettre de mesurer avec des chiffres, avec des métriques, avoir des scores. Alors, on peut parler de notes, si ce que vous faites est bien fait. Et ça, les bénéfices sont importants, que ce soit en termes de budget pour aller justifier le fait d'avoir besoin de plus, ou à l'inverse, justifier de comment vous allez sur comment vous avez déjà dépensé ce qui vous a été attribué, que ce soit en termes de vision de la cybersécurité, là on va plutôt parler de leadership dans l'organisation, pour encourager, pour communiquer sur ce que vous faites, avec de la donnée que vous irez chercher régulièrement, de la vérification de est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait, etc. Et ça, pour le coup, ça va tout être le sujet autour du reporting associé à ces contrôles permanents. Je jette un petit coup d'œil sur le chat. Je ne vois pas de réponse, de commentaires. N'hésitez pas si vous avez besoin, si vous voulez interagir. Alors, j'avais une deuxième question que je vais vous publier toujours sous forme de sondage. Finalement, le contrôle permanent, avant qu'on aille plus loin, quelle est votre utilisation ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne l'avez jamais fait parce que vous ne le faites pas parce que vous n'en avez pas le besoin ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne le faites pas parce que vous n'en avez pas le temps, vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas l'outil, et donc vous êtes ici dans le besoin, mais pas la capacité finalement à le faire ? Vous l'avez initié, mais vous êtes en recherche d'optimisation sur ces sujets-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs quelles sont les optimisations que vous voudriez faire. Ou alors, c'est fait, c'est parfaitement géré et vous êtes en contrôle complet de ce processus-là. N'hésitez pas à me participer. C'est pas fait parce que vous n'avez pas le temps, la méthode, outil, ou vous le faites, vous avez initié, mais ça pourrait être mieux. N'hésitez pas à me dire quels sont les axes d'amélioration sur ces sujets que vous avez déjà identifiés. Bon, je suis rassuré, personne ne me dit je n'en ai pas le besoin, ce qui me ferait poser des questions sur votre participation à l'atelier du jour. Je regarde s'il y a d'autres réponses. Non, on est toujours dans ces deux réponses-là. Je le fais et ça pourrait être mieux. Ah, racontez-moi, expliquez qu'est-ce que vous voulez faire de mieux. Bon, plus généralement, vous l'avez compris, le contrôle permanent, c'est de l'anticipation. C'est faire de la sécurité, on peut toujours faire mieux. Toujours. Là, vous êtes très ISO, Dimitri. C'est anticiper. Finalement, c'est vraiment la notion d'anticipation, de proactivité qui vous permettra finalement de traiter le problème dès que vous le détectez et non pas dès que vous le subissez. Et ça, je trouve qu'en termes de posture pour les équipes cybersécurité, c'est très intéressant parce que du coup, ça vous permettra finalement de délivrer du service de sécurité en continu en limitant du coup la notion d'impact. Alors certes, ça va prendre du temps, mais tout à fait, oui. Ça va prendre du temps et il y a quelques éléments que je vais vous partager dans la suite de l'atelier pour essayer de lever ces pain points autour du contrôle. Alors, je l'ai fait un peu autrement. Je voulais présenter ici les bénéfices sur un autre axe, le côté très théorique, la contrôle de la conformité, la gestion des risques, la mesure de la performance. Finalement, vous, en interne, RSSI adjoint, qu'est-ce que va vous servir si vous n'êtes pas sur ces axes-là, le fait de déployer des contrôles et des contrôles permanents. La première chose, c'est accompagner votre organisation. On s'est posé des questions sur le titre de cet atelier. Finalement, déployer des contrôles permanents, c'est aussi le fait de pouvoir dire oui plus facilement.
parce que du coup, vous allez dire oui, peut-être autoriser des exceptions, mais contrôler finalement pour en valider, en mesurer les impacts sur votre conformité et sur votre risque. Et face à des organisations qui vont évoluer, que ce soit d'un point de vue technique, parce que le cloud, on en revient, peut-être de plus en plus on réinternalise des choses, mais des rachats de solutions, d'entreprises, des intégrations de structures, des nouveaux partenaires, finalement, vous ne pouvez pas dire non à tout parce que votre organisation a des besoins. Et contrôler, finalement, c'est pouvoir évaluer en continu les impacts de ces changements qu'on peut considérer que vous subissez sur votre niveau de sécurité. Ah, je vois que j'ai un petit commentaire, je vais le prendre au passage. J'ai appliqué les contrôles au travers des tâches récurrentes pour évaluer la performance du SMSI et son impact sur mes risques identifiés sur une analyse et donc avoir des contrôles propres à ISO et d'autres pour les risques. Je vois vous parlez de tâches récurrentes, effectivement, c'est un terme que l'on utilise chez Tenaci. On regardera d'un point de vue produit ce que ça veut dire, mais en tout cas, de ce que je comprends, vous avez bien la notion performance, parce que vous me parlez de performance du SMSI, la notion de risque et la notion de ISO. Donc, vous cochez les 3 cases par rapport à ce que vous cherchez dans ces contrôles-là. Très bien. Bon, on verra si vous êtes encore allé un peu plus loin. Donc, accompagner les évolutions, un exemple tout simple, c'est le contrôle des habilitations sur des applicatifs métiers. C'est un éternel sujet, mais les utilisateurs changent. Ils arrivent, ils partent, ils sont mutés. Finalement, vous devez régulièrement vérifier si les habilitations qui sont en place dans les applications sont cohérentes avec le besoin, avec vos politiques de sécurité, avec les processus associés. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est le fait d'aller vérifier toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, ça, ce sera les joies de chaque contrôle qu'il faudra préciser, c'est d'aller vérifier ça. Mais on est typiquement dans le cas d'un contrôle qui ne sera pas exécuté par le RSSI. On aura la notion de contrôle de deuxième niveau, sur lequel on reviendra, mais vous allez demander à votre interlocuteur si les contrôles sont toujours cohérents. Parce que vous ne connaissez pas les utilisateurs, vous ne savez pas s'il est pertinent et s'il est dangereux que Jean-Luc soit administrateur du nouveau CRM. Par contre, voilà, c'est le métier du RSSI peut-être de définir ces contrôles et de les valider qu'ils ont bien été exécutés, mais pas de le RSSI ne sera pas forcément opérateur de ces contrôles. Le deuxième chose, et j'avais évoqué dans notre proposition de valeur la notion de rationalisation associée à la mesure de conformité. S'auditer, si on considère que l'audit traditionnel, c'est quelqu'un qui vient, qui passe X jours à venir et à constater des choses, ce n'est pas rationnel. Alors, ce n'est pas optimisé comme coût. Il y a le fait que, oui, c'est du coup une ressource humaine extérieure, une expertise que vous allez acheter, mais c'est surtout quel est le résultat. L'auditeur, quand il vient, il prend une photo très précise parce qu'il a une méthodologie qui est très forte. Il va constater, il va gratter, il va interviewer, il va demander des preuves. Par contre, un mois après, finalement, cette photo que vous avez payée très cher, elle est floue parce que votre organisation, c'est le premier point, elle a évolué. Donc, en mettant en place un contrôle permanent, ça vous permet de petit bout par petit bout, thématique par thématique, on y reviendra en fonction de leur priorité, de leur fréquence, d'adapter et de mesurer en continu. Ça devrait vous coûter moins cher parce qu'on est sur des actions, des micro-tâches plutôt que des audits. Et surtout, en termes d'efficacité de cette notion de mesure de la conformité, vous serez beaucoup plus précis parce que vous prenez plein de petites photos très régulièrement que vous allez assembler. Et surtout, on le verra, ces photos, vous pourrez les suivre dans le temps. Si toutes les semaines, vous vérifiez vos habilitations, vous avez une tendance. Ce qui est d'autant plus intéressant comme valeur, et Dimitri, vous évoquiez le fait d'avoir des métriques, d'avoir des scores, la tendance est pratiquement tout aussi importante que la valeur en elle-même. Savoir si c'est grave que vous ayez 10% de vos utilisateurs du CRM qui soient administrateurs, en soi, il est très difficile de jauger est-ce que c'est pertinent ou pas. Par contre, si je sais qu'il y a un mois, vous étiez à 2% et qu'aujourd'hui, vous êtes à 10%, on est clairement dans le cas d'une déviance. Et là, vous allez pouvoir l'estimer parce que vous faites ces contrôles tous les mois plutôt que de le faire tous les ans. Donc, encore une fois, je vous ai mis des exemples de contrôles de ce type-là qui devraient vous permettre de rationaliser ça. Alors, en plus, là, j'ai été un peu taquin.
J'ai mis la mise à jour des procédures, ce qui est un contrôle, on va dire un contrôle opérationnel, le fait de mettre à jour ces procédures tous les trimestres en vérifiant que les captures d'écran correspondent, que la méthode, les outils, les personnes sont toujours à jour, ce qui permet d'un point de vue gestion du risque de traiter le fait d'avoir une documentation exploitable le jour où on en a besoin. Et j'ai mis le contrôle des mises à jour des procédures. Alors c'est là où je parlais de l'environnement bancaire, on peut pousser et avoir le contrôle du contrôle, mais il y a bien la tâche qui est de mettre à jour et il y a la tâche de vérifier que ça a été mis à jour. C'est le contrôle des cas de jeu qu'on appelle ça, et on peut rajouter, contrôler que le contrôle a été fait. On peut aller sur des organisations à 3-4 niveaux de contrôle pour les opérations les plus critiques, par exemple. Et puis le contrôle des backups, ça c'est un bon exemple en termes d'efficacité. Faire des backups, vérifier, faire des tests de backup tous les ans, c'est très bien, mais en termes d'efficacité, alors c'est très bien peut-être d'un point de vue organisation, par contre en termes d'efficacité, si votre dernier test de backup date d'il y a 350 jours et que vous en avez besoin et que vous vous rendez compte que vous marchez pas, que ça marche pas, l'idée du contrôle qui est de vous protéger face au risque, là ça marche pas. Alors que si on fait un test peut-être plus régulièrement, par échantillonnage, bien sûr. Il ne s'agit pas de déployer des plans de reprise d'activité complets, mais par échantillonnage, on augmente finalement l'efficacité de ce contrôle parce qu'on contrôle plus, moins, mais plus régulièrement, donc on contrôle mieux. Et du coup, le grand jeu, c'est optimiser les ressources allouées aux écarts. Ce que je vais appeler ici un écart, c'est à la correction. C'est un éternel sujet, encore une fois, en cybersécurité. Quand on détecte une déviance, un écart, une vulnérabilité, c'est plus facile si on se rend compte très tôt. Parce que c'est moins grave, parce que le problème est peut-être moins éparpillé. Un des sujets que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est la mise à jour des systèmes. Pourquoi on fonctionne par lot finalement quand on veut, alors c'est de moins en moins vrai, mais si on veut passer de Windows 10 à Windows 11, pourquoi on déploie d'abord 100 postes, puis 20, puis ce genre de choses? Parce que s'il y a un problème, on le traite avant qu'il y ait la totalité de l'organisation qui soit impactée. Sur des mises à jour qui seraient par exemple de déployer des patchs, qui vont être des processus qui peuvent être automatiques, finalement, on va les vérifier de temps en temps. En fait, est-ce que la mise à jour s'est bien faite? Un peu comme les backups. Alors oui, on ne va pas vérifier tous les postes, bien qu'on pourrait avec la notion d'indicateur, mais là, on est vraiment plutôt dans la mesure pure plutôt que dans le contrôle. Mais aller vérifier de temps en temps nous permettrait de dire, en fait, là, il y a un problème. Et avant qu'il ait été déployé de partout. Et du coup, vous facilitez la correction suite à ces contrôles. Le contrôle, c'est que le début de l'histoire, c'est ce qui va vous permettre d'identifier des écarts. Et du coup, plus facilement, plus vite on les identifie, plus facilement on les traite. Bon, ça vous a permis d'éclairer, je l'espère, ces sujets, mais vous étiez nombreux à me dire que vous aviez déjà essayé et du coup, vous étiez déjà convaincu de pourquoi déployer des contrôles. Peut-être que ça vous donnera des axes pour, notamment, on le verra, prêcher autour de propager cette notion de nécessité de faire des contrôles. Alors, comment réussir les contrôles? Moi, finalement, j'ai une démarche assez simple qui est de dire que ces contrôles, ils vont être basés sur des personnes, sur des processus et sur des outils. Les personnes vont être essentielles autour de cette notion de contrôle. Donc, pour ça, on a besoin de définir des rôles et des responsabilités. Qui va faire quoi entre le RSSI, mais globalement, on va parler ici d'équipe de gestion des risques, parce que le RSSI sera partie prenante sur les contrôles cyber, mais on peut ouvrir le débat aux autres contrôles. L'honneur du risque, parce qu'il faut bien voir que si on demande de contrôler, c'est parce que j'ai un risque au bout, et l'opérateur des contrôles qui fait quoi. Globalement, il n'y a pas un seul RACI autour de ces contrôles que je pourrais vous fournir en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des guidelines, mais après, il faut les adapter à votre organisation. Et c'est bien le principe d'avoir des rôles et responsabilités clairs, connus et acceptés. Parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'un RSSI qui viendrait construire son plan de contrôle cybersécurité en disant je vais faire ça toutes les semaines, puis je vais demander à lui de faire ça tous les trimestres, à lui de faire ça tous les ans, etc. etc. Ça, c'est très bien, c'est le début, mais par contre, si la personne à qui vous allez demander de faire ça n'est pas au courant, ne sait pas ce qu'il faut faire ou n'est pas d'accord, finalement, vos cases ne seront jamais cochées et ces contrôles ne sont jamais faits. Définir le plan de contrôle, c'est la première chose. L'animer et le faire vivre, c'est la deuxième qui est tout aussi importante.
En général, les trois rôles que j'ai mis ici, RSSI, GRC, vont être l'apport d'expertise et vont proposer des contrôles. On a potentiellement tel risque par exemple sur une application métier, j'ai pris l'exemple du CRM, on a un risque de fuite de données parce que à cause d'une mauvaise gestion des droits, donc on va mettre en place des contrôles de revue des droits administrateurs sur cette plateforme. C'est le RSSI qui, dans la théorie, va proposer ces éléments-là et l'adapter au contexte en fonction de la nature du risque. Il va proposer quel contrôle, à quelle fréquence, qui devrait le faire, quels sont les résultats attendus, quels sont les seuils. Est-ce que oui ou non, chez vous, 10% des administrateurs, c'est cohérent ou il en faut moins? Par contre, selon moi, l'honneur du risque, c'est lui qui devrait le valider, ces contrôles. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le côté métier qui, du coup, seront finalement assez impactés par cette notion de contrôle parce qu'ils vont bien souvent les exécuter. Et pourquoi? Quand on définit un risque et quand on le valide, on valide également le plan de traitement. Et le contrôle, c'est juste un des éléments du plan de traitement des risques. Je vais vous prendre un autre exemple qui est plus peut-être technique. On a un contrôle, on aurait un risque qui serait, par exemple, le fait d'avoir une interruption de service parce qu'on subit une attaque ransomware. Ça, c'est un risque. On va avoir une contre-mesure, une mesure de sécurité qui est le fait d'avoir un EDR. Mais la force du contrôle, c'est de venir vérifier si cet EDR, il est toujours en place. Dire j'ai un EDR ne le suffit pas. Il faut aller vérifier toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, en fonction de votre historique, de la solution, etc., que le contrôle est bien en place. Mais ça fait partie pleinement intégrante de dire le contrôle mensuel des mises à jour va faire partie pleinement intégrante du plan de traitement. Parce que dire j'ai un EDR, ça ne suffit pas. Et donc pour ça, il faut aussi responsabiliser le risque en disant l'honneur du risque, en disant voici le risque, voici les contre-mesures. Moi, je les ai vues lors de mon analyse de risque. Je constate qu'il y a un EDR. Maintenant, on continue. Vous devez accepter de faire ces contrôles-là. Il peut refuser le fait de faire ces contrôles en disant c'est trop impactant, je ne veux pas le faire, mais dans ce cas-là, il faudra recoter le risque. C'est-à-dire, j'ai un EDR, mais aujourd'hui, je ne le contrôle pas, je ne le maîtrise pas. Donc, le risque ransomware, j'ai aucune idée de si mon EDR reste dans le temps. D'où l'intérêt, finalement, dans le design du plan de contrôle, c'est quelque chose qui va se faire à plusieurs. Et l'opérateur des contrôles, alors il y aura des contrôles, c'est vrai que je n'ai pas fait focus ici sur les contrôles automatiques, mais ça existe, mais il y a quand même des contrôles qui sont manuels. Et donc, l'opérateur des contrôles, il faut qu'il comprenne ce qu'il doit faire et il faut quelque part qu'il l'accepte. Les deux sont liés. Si vous expliquez pourquoi il faut aller vérifier telle action, tel droit, etc., parce que c'est dans le cadre de tel risque, parce que c'est dans le cadre de telle conformité, vous avez quand même vachement plus de chances de réussir vos plans de contrôle. Donc ça, c'était sur le premier point, autour des responsabilités. Maintenant, il y a autour du design, du contenu de ces processus du plan de contrôle, qu'est-ce que je mets dans mon plan de contrôle? Et là, comment réussir? Pour moi, c'est vraiment des plans de contrôle, j'aurais dire des contrôles permanents optimaux. Je ne contrôle que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, si je n'ai pas de risque fort, si je n'ai pas d'enjeu de conformité sur un sujet, à quoi bon le contrôler? À quoi bon aller vérifier si, j'ai un exemple toujours de la machine à café, mais si la machine à café a de l'eau, si finalement j'en ai pas besoin parce que personne boit du café. Je vais surcharger, je vais alourdir mon process, je vais sursolliciter les gens alors que finalement, je n'en ai pas besoin. Et la contraposée existe. Si je vous demande de contrôler, c'est que c'est nécessaire. Ce n'est pas le RSSI qui a décidé qu'il fallait gérer les droits, c'est parce que si on ne le fait pas, il peut se passer ça étant l'occurrence d'un risque, étant une non-conformité, et que j'ai besoin de garantir ma conformité ISO pour mon business. Donc, à la fois, ça vous permettra cet élément de dire je ne contrôle que ce qui est nécessaire, vous permettra de peut-être réduire le nombre de contrôles, mais à la fois aussi d'en faciliter la mise à jour et l'animation, parce que du coup, vous allez pouvoir plus facilement convaincre ceux qui sont nécessaires. Alors, je parlais le nombre de contrôles. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire combien de contrôles vous devez avoir. Ça dépend de vos objectifs, donc de conformité, de risque, ça dépend de votre organisation et ça dépend surtout de votre maturité. Je pense que la grosse erreur à faire, ce serait de construire le plan de contrôle dans sa totalité. Et en disant, je déploie 100 contrôles, 120 contrôles réguliers, que je fais au moins une fois par an. Voilà.
Ça me paraît être un nombre raisonnable, sans contrôle, que je fais au moins une fois par an. Par contre, tout d'un coup, ça va être compliqué. Alors, pas tant pour les opérateurs, parce que finalement, ce n'est pas forcément les mêmes que vous allez solliciter, mais pour vous, parce que ces contrôles, il faudra les ajuster, vérifier s'ils sont bons, valider si l'outil que vous allez utiliser, et on y viendra, est cohérent, s'ils sont bien définis, si tous les opérateurs comprennent ce que vous leur avez demandé. Et donc pour ça, finalement, et je l'ai vécu, la première fois où un opérateur va faire le contrôle, c'est la fois la plus importante. Et si à ce moment-là, il ne le comprend pas, que vous ne répondez pas à sa question et que ça ne marche pas, la fois d'après, ça va être très difficile. Le RSSI, sur ces sujets de contrôle, à la fois, il est responsable, mais à la fois, il a quand même beaucoup besoin des autres. Alors, il y a des contrôles qui sont purement de cybersécurité, que le RSSI va définir, qui va faire lui-même autour des mises à jour des politiques, par exemple, ou ce genre de choses. Mais il y en a quand même une grande partie, vous avez besoin des autres. Donc, la gestion du changement, et là, je crois que c'est ce que j'ai mis, il y aura un gros sujet de collaboration qui sera d'autant plus important. Enfin, la question, et ce qui me permettra d'ouvrir sur la plateforme Tenaci, la question de l'outil. Pourquoi outiller les plans de contrôle, c'est important pour avoir des résultats optimaux. Alors, je parle ici d'outils. Tenaci est l'un de ces outils, on y reviendra. L'idée, c'est de penser et de savoir finalement la donnée, où est-ce qu'elle va être, comment je vais animer mon reporting, comment je vais industrialiser tout ça. Donc, le premier sujet qu'il faut avoir en tête pour sur quoi va reposer ce processus, c'est la notion de collecte de preuves, de traçabilité. L'activité de contrôle, elle est très souvent associée à la notion de conformité. Et du coup, la conformité, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire dans d'autres webinaires, mais il y a le fait de faire et le fait de faire savoir, le fait de pouvoir démontrer. Faire un contrôle ne suffit pas. Un auditeur peut vous demander, est-ce que vous avez fait les contrôles? Oui, très bien. Quand? Qui? Quel a été le résultat? Quelle est la preuve qui vient me dire ça? Ça, il faut pouvoir le penser. Et donc tout ça, ça nécessite une organisation, j'allais dire, documentaire, outillée, qui va vous permettre de faciliter ces sujets-là. Si vous faites un contrôle mais que vous n'êtes pas en capacité de le démontrer, vous traitez peut-être la partie risque. Parce qu'il y a le contrôle opportun, où vous allez dire, tiens, je vais vérifier dans telle plateforme. Ah oui, tiens, là, je l'ai fait, là, j'ai un problème, donc je peux le traiter et empêcher l'incident d'arriver, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, à l'auditeur, vous ne pourrez pas le prouver que vous l'avez fait. Et ça, du coup, vous traitez qu'une partie du sujet. Donc ça, c'est important. La notion d'outil doit également vous permettre d'adresser un sujet de ce que je vais appeler de l'animation, des workflows, qui va être le suivi, le relance, l'invitation. C'est une activité qui, vous l'avez compris, est très collaborative. Et donc, pour ça, le contrôle va devoir être outillé. Quand vous allez demander à quelqu'un d'aller vérifier des droits, d'aller vérifier si l'extincteur est toujours dans le couloir, il faut pouvoir l'industrialiser. Si vous ne voulez pas y passer du temps pour rien, si vous voulez relancer, si vous voulez être sûr que ce soit fait, et ça, du coup, on s'y perd un peu. Pareil, dans les erreurs au contrôle, l'opérateur, quand il doit faire son contrôle, s'il ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, c'est compliqué. Par contre, si vous le sursollicitez, parce que vous lui demandez de faire quelque chose qu'il a déjà fait, mais vous n'êtes plus en capacité de le prouver, vous n'êtes même pas en capacité de savoir si ça a été fait, là, du coup, vous allez aussi fortement impacter l'efficacité de votre processus de contrôle permanent. Donc, outiller vous permettra à la fois, vous, de gagner du temps et à la fois d'augmenter les capacités. Sur tous ces éléments, vous l'avez compris, on va jouer sur les deux axes. Le responsable du contrôle interne, il faut qu'il y passe le moins de temps possible, mais comme n'importe quel utilisateur. Mais si on veut jouer le fait qu'on y passe autant de temps, il faut qu'on en augmente la qualité. C'est un peu ça quand je vous demandais tout à l'heure, suite à vos réponses, sur quel axe vous voulez vous améliorer. Et je vais essayer de reprendre mon sondage, je crois que vous étiez une bonne partie. Vous étiez 70%, 67% à me dire je le fais, mais ça pourrait être mieux. Est-ce que c'est parce que vous jugez que vous y passez trop de temps, ou est-ce que finalement vos contrôles ne sont pas faits, ou vous n'arrivez pas à les tracer? Voilà. Est-ce que c'est ces deux axes-là qu'il faut adresser quand on veut s'améliorer? Et puis le dernier objet associé qu'on pourrait confier, j'allais dire, un outillage de plan de contrôle, c'est la notion de reporting, de visibilité, de pouvoir consolider un certain nombre de contrôles. Et je parlais de jusqu'à 150 contrôles cybersécurité, c'est pas anodin, de pouvoir le visualiser et aussi pour s'améliorer, pour savoir quels sont les contrôles qui sont faits, quels sont les contrôles qui ne sont pas faits, pour pouvoir contrôler son processus de contrôle.
c'est les poupées russes, mais aussi le faire savoir à un auditeur, à sa direction, à un régulateur, de savoir qu'est-ce qui est fait et aussi l'impact de ces contrôles. J'aurais dû le représenter, mais je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de la revue des droits qui, au bout, m'empêchait une usurpation sur mon application ou le contrôle de l'antivirus qui me permettait de limiter le risque de propagation malware. Bah, cette cohérence-là, il faut la trouver. Il faut la faire. C'est ce qui vous permet de justifier ces contrôles, mais surtout de les analyser plus facilement. Donc ça, c'est l'outil qui devrait vous permettre de traiter ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder la réponse que propose Tenacy, qui est la plateforme de pilotage de cybersécurité, sur ces plans de contrôle. Donc, je vous propose une petite démo à partir de ces trois objets, finalement, ces trois étapes, le design, l'animation et le reporting associé à ces éléments. Alors, hop, je vais vous partager mon écran. Je vais avoir besoin de vous pour que vous puissiez me confirmer quand je vais switcher qu'on partage bien sur l'autre écran. N'hésitez pas à me faire un retour s'il y a besoin que je revienne sur une des éléments que j'ai vus. Si vous n'êtes pas d'accord, surtout, échangeons. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le switch d'écran a bien marché, que vous voyez bien maintenant, non plus ma présentation? C'est good, parfait. Alors pour vous présenter donc Tenacy, donc c'est une plateforme SaaS collaborative qui vous permet d'adresser l'ensemble des use cases de pilotage de la cybersécurité, dont la notion de contrôle, mais vous pouvez le voir aussi la notion d'audit, de suivi des plans d'action, de gestion des non-conformités, gestion des incidents, voilà, tout un tas de sujets que vous pouvez voir à gauche. Dans la partie design, ce qui me semble important de vous montrer ici, c'est cette notion d'organisation. Je vais même plutôt aller sur cette vue. Ce que vous allez pouvoir faire dans Tenacy, et ce qui pourrait être important pour certains d'entre vous, c'est de modéliser votre organisation. Alors, on vient ici modéliser les périmètres qui sont les entités dont vous voulez contrôler la mise à jour de sécurité. Parce que vous voulez peut-être faire des focus sur certaines filiales, sur certains systèmes d'information, sur certaines applications. Et quand vous dites que vous allez contrôler les backups, bah, peut-être qu'à Lille et à Paris, les backups ne sont pas gérés de la même manière. Et que du coup, quand vous allez contrôler, vous contrôlez que à Lille ou que à Paris. Peut-être qu'à Lille, vous êtes certifié ISO 27001, mais pas à Paris. Donc finalement, le fait que les contrôles soient faits, c'est plus grave à Lille qu'à Paris. Et donc ça, c'est ces éléments que vous voyez en termes de scoring. Et finalement, c'est tout ce que va proposer la plateforme en termes de mesure de l'atteinte des objectifs. Les objectifs, ce sera toujours des politiques et des risques. On va centraliser dans Tenacy tout un tas de choses, donc des contrôles dans ce qui nous anime aujourd'hui, mais aussi des indicateurs, du suivi de plan d'action, des KPI, ce genre de choses, et on va venir leur apporter de la cohérence. Donc ça, c'est un peu sur la partie design de votre organisation. Maintenant, comment on design un plan de contrôle? Je vais prendre pour ça notre base de connaissances de politique. Et puis, qu'est-ce que je peux prendre? Allez, on va aller chercher dans les grands classiques, on va aller chercher ISO 27002. Alors, on a une quarantaine de politiques qu'on a modélisées, pour vous le refaire, qui sont des grands référentiels, des frameworks. Vous pouvez rajouter vos propres politiques, comme votre PSSI, par exemple. Il est ô combien important d'associer des contrôles à votre PSSI, sinon c'est juste une déclaration d'intention, mais vous ne savez pas vous évaluer et vous positionner par rapport à cette PSSI. Je prends l'ISO 27002. Ce qu'on a fait dans l'ISO 27002, c'est qu'on est venu, on est venu associer à chacune des mesures, je prends dans la chapitre 5 sur les mesures organisationnelles, je vais aller en prendre une, je vais aller en chercher une, voilà, le 5.5, ça c'est une mesure qui nous demande d'avoir des contacts avec les autorités. Nous, on est venu y associer un processus qui est la gestion de la communication. Ça, c'est la réponse à cette exigence. Pour être conforme à la règle 5.5, vous devez avoir une mesure ici qui est la gestion de la communication. Et ce que vous voyez à gauche, c'est des propositions de contrôle, qui est le fait de mettre à jour les contacts, de revoir si les procédures sont à jour, etc. Donc ça, on parle nous ici de tâches récurrentes. Donc c'est des choses régulièrement que vous devez entreprendre pour contrôler, surveiller, vérifier si ce processus-là est bon. Et ce processus, il est directement en lien, vous le voyez en jaune, vous avez toutes les politiques qui y sont associées. Et là, on va pouvoir le faire dans les deux sens.
Si vous nous dites que vous voulez contrôler votre conformité à DORA, par exemple, à SOC 2 ou à Secnum Cloud 3.2, on va vous dire quels sont les processus que vous devez avoir et on va vous proposer quels sont les contrôles, les tâches récurrentes que vous devez suivre avec des titres, des descriptions, des propositions de fréquences. Libre à vous de pouvoir surcharger si vous voulez définir vos propres contrôles, de ne pas les prendre, de prendre les nôtres, de pouvoir changer de nom, etc. Mais donc, toute cette idée qui est de dire comment je contrôle telle mesure ou tel risque, parce qu'en fonction des éléments que j'aurais pu faire, je vais aller prendre un autre exemple, par exemple, vous aurez aussi des risques. J'ai beaucoup parlé de protection malware, par exemple. C'est un autre processus qu'on a modélisé. Ce processus-là, il est déjà dans notre base de risques. On a modélisé une quinzaine de risques et pour certains, on a besoin de protection malware. Et là, on va vous proposer, vous voyez, 4 contrôles. Le contrôle des exceptions, le contrôle des postes de ceux qui n'ont pas à jour, etc., etc. Donc, si vous nous dites quel est votre objectif sur chacun de vos carrés qu'on a vu au début, quels sont les risques, quelles sont les politiques que vous voulez traiter, on vous dira quels sont les contrôles que vous pouvez, que vous devez faire. Au total, on est à plus de 140 contrôles, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça des tâches récurrentes, dans lesquelles on va vous proposer voilà, des fréquences, des charges, ce genre de choses que vous allez pouvoir suivre et instancier et animer. Ce qui nous emmène du coup à la deuxième étape, qui est comment j'anime mon plan de contrôle. Regardons à quoi ressemble un plan de contrôle dans Tenacity. Un plan de contrôle, c'est un ensemble de choses, un ensemble d'actions à faire et à faire régulièrement. Je les ai organisés par thème, continuité, gestion des droits, formation, gouvernance, système, et je vais pouvoir les suivre. Le test de restauration des données sauvegardées. C'est quelque chose dans mon environnement, qui est un environnement fictif, que j'ai confié à une équipe. Je leur ai demandé de le faire de manière trimestrielle. J'évalue le fait que à chaque fois, c'est 3 jours. Alors, cette donnée est fictive, et on verra que ça permettra d'évaluer la charge nécessaire à ces contrôles-là. J'ai tout un tas d'éléments. Ici, j'ai identifié que la preuve était obligatoire, c'est-à-dire que quand l'équipe network va me dire que ça a été fait, il va devoir, je vais avoir besoin d'une preuve. Je vais en commentaire catégoriser mes tâches pour que ce soit mieux rangé. Oui, effectivement, et c'est surtout, on le verra, c'est ce qui va vous aider à améliorer le reporting, Dimitri, notre catégorisation. Donc, vous allez pouvoir effectivement enrichir ces tâches, les groupes des utilisateurs pour pouvoir plus facilement le traiter. Ensuite, comment ça va se passer ici ceux-là ont pratiquement été faits. Je vais prendre celui-là. Il faut que je fasse vérifier que mes administrateurs admin IT ont été sensibilisés. Je dois le faire avant le 30 mars. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer? À échéance de l'action, l'échéance étant configurable, l'utilisateur affecté va vous dire attention, avant la fin du trimestre, voici ce que vous devez faire. Vous devez sensibiliser les admins, on peut documenter ce contrôle, on peut le décrire, etc. L'utilisateur va se connecter dans la solution, il ne verra que les contrôles qui lui sont affectés à lui, pour des questions aussi de confidentialité, bien sûr, et tout simplement pourra vous dire est-ce que ça a été fait, quand, vous mettre une preuve, vous mettre un commentaire, est-ce que ça n'a pas été fait, vous mettre un commentaire, etc. Bon, je vais enregistrer ici le fait, non, la sensibilisation, voilà, je n'ai pas le budget pour théâtre. Très bien. Donc là, je viens valider le fait que ce contrôle a été fait ou n'a pas été fait. Je reviendrai sur ces éléments-là. Et donc, je vais facilement pouvoir faire suivre ces plans de contrôle. Quand je parlais tout à l'heure d'animation, gardez en tête que dans Tenacity, vous avez des rôles qui vont être contributeurs, qui sont illimités et à qui vous allez déléguer ces contrôles-là. Ça n'enlèvera en rien l'importance de la gestion du changement, de leur expliquer. Mais en tout cas, un utilisateur, quand il va se connecter dans Tenacity, il verra directement les contrôles qui y sont affectés. Forcément, moi, j'en ai aucun, donc bon exemple. Il verra les contrôles qui lui sont affectés, la documentation, qui les a fait la dernière fois, et pourra facilement vous apporter cette information. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces sujets-là, mais en résumé, pour l'instant, on propose un catalogue de contrôles qui va vous permettre de choisir ou d'en créer vous en fonction des contrôles que vous aurez. Au passage, on reprend très facilement l'existant, que ce soit l'historique de réalisation de vos contrôles ou que ce soit la définition de ces contrôles. On les reprend, bien sûr.
Vous allez pouvoir faire vivre avec tout ce qui va être relance, invitation initiale, collecte de preuves. Et d'ailleurs, en cas d'audit, vous voyez ici, par exemple, le test à Lille a été fait au mois de décembre. J'ai une petite bulle qui m'indique que j'ai une preuve. Donc, dans l'historique, je peux remonter directement ici et aller chercher la preuve ici qui est stockée et qui nous permet de pouvoir le justifier. Et enfin, le dernier aspect sur lequel le contrôle est important, c'est la notion de reporting. Alors, le reporting, il va se faire de plusieurs manières chez nous. Je vais vous montrer le tableau de bord. Mais tout simplement, le reporting, il va déjà se faire, hop là, mon tableau de bord sur les contrôles. Mon tableau de bord, le reporting, il va se faire sur est-ce que ça a été fait? Est-ce que les contrôles sont faits ou pas? Donc, j'ai différents indicateurs. Sur les 365 derniers jours, je n'ai fait que 31% de mes contrôles, mais j'en ai saisi 48. Alors, on a une particularité. On a vraiment poussé les fonctionnalités sur ces sujets pour vous répondre au mieux à vos besoins. Un opérateur peut vous dire que le contrôle n'a pas été fait. Mais c'est différent, un utilisateur qui vous dit ça n'a pas été fait parce que je n'ai pas le budget, comme je l'ai fait, plutôt qu'une absence d'information. Là, ça veut dire que vous avez un problème dans votre processus. L'utilisateur n'est pas au courant, il n'a pas envie, il ne sait pas faire. Mais en tout cas, ici, vous avez cette distinction. Ou d'autres indicateurs voilà, sur le statut ici en nombre, non pas en pourcentage. Ces tableaux de bord, ils sont pleinement évolutifs. Vous pouvez changer les couleurs, les titres. Vous voyez que j'ai mis des logos de ma société fictive. On parlait tout à l'heure de l'organisation de ces contrôles. Typiquement, ici, je peux avoir le taux de réalisation de ces contrôles. Là, je l'ai au global sur tous mes contrôles, mais je l'ai par catégorie. Et typiquement, je vois que dans mes contrôles qui sont catégorisés SOC, j'ai des soucis de réalisation de ces contrôles-là. Soit ils ne sont jamais faits, soit ils sont faits, mais ils sont en échec, parce que je teste mes sauvegardes, mais ça ne marche jamais. En tout cas, on a bien cette capacité-là. Autre possibilité de reporting, vous pouvez avoir des contrôles en fonction de qui s'en occupe. J'ai beaucoup insisté sur l'aspect collaboratif de ces contrôles. Donc, ces contrôles, vous pouvez savoir qui les fait, qui ne les fait pas. Et si vous devez vous améliorer, a priori, avec les équipes ressources humaines, c'est là où eux ne font pas les contrôles. Est-ce qu'ils ne les comprennent pas, est-ce qu'ils n'ont pas envie, etc. Donc ça, c'est la première base du reporting que vous pouvez avoir. Et pour vous montrer, allez, je prends une minute pour vous montrer la facilité que vous auriez à construire un nouvel indicateur. Sur ma synthèse de mes contrôles, je vais ajouter tout simplement un bloc. Donc sur les tâches récurrentes, au global, sur mon plan de contrôle, je veux un indicateur de saisie, donc le pourcentage de mes contrôles qui sont saisis par quelqu'un. Je le veux de telle forme, de telle couleur. Hop, voilà. Je crée un bloc que je peux très facilement modifier. Donc, il n'y a pas besoin d'un data engineer chez Tenacy pour construire ces tableaux de bord. C'est clé en main et vous pouvez très facilement les faire évoluer. Ça, c'est la première partie du contrôle. Par contre, la deuxième partie du reporting associé à ces contrôles, je vais vous ouvrir une autre fenêtre pour revenir sur un élément dans notre modèle de données, et c'est également une de nos forces, c'est que ce contrôle, il a un contexte. Hop, allez, c'est cette vue. Là, mon contrôle, qui est le contrôle de la mise en œuvre de la protection contre les programmes malveillants, il est associé à des politiques et des risques. Donc, je peux le faire le chemin dans l'autre sens. Alors, j'ai vu, est-ce que les contrôles sont faits? Oui, non, est-ce qu'ils sont en retard? Par qui? Quel thème, etc. Mais je pourrais tout à fait prendre le sujet par la droite et qui est de dire, compte tenu de mes objectifs et des états des contrôles, est-ce que j'atteins ces objectifs? Sous-entendu, je dois contrôler la mise en œuvre parce que j'ai un risque ici sur tel serveur. Je sais si le contrôle est fait, donc je peux vous dire mon niveau de risque ou mon niveau de conformité. À quoi ça ressemble? Toujours dans mon tableau de bord, il est là. Sur mon tableau de bord sur les contrôles, moi j'ai voulu le présenter de cette manière-là. J'ai mes conformités, et on va parler, nous, de conformités mesurées, des conformités mesurées au référentiel que je veux suivre. Alors, vous voyez, j'ai des lignes directrices de NIS 2 qu'on a intégrées dans la solution, ma DDA, ISO 27001, ma PSSI. Et là, encore une fois, les niveaux de représentation, vous pouvez les suivre dans le temps et vous pouvez le suivre sur radar. Ce qui est hyper important, c'est ça, ce suivi dans le temps. Ce n'est pas un utilisateur qui a dit aujourd'hui, je suis conforme à 40 alors qu'hier, j'étais à 30. C'est un tas d'opérateurs qui ont saisi leur contrôle et qui, du coup, ont impacté la conformité.
Si les tests des backups sont faits, vous êtes conforme. S'ils ne sont pas faits, ce n'est pas conforme. Et quand tout à l'heure, je disais, vous allez automatiser et mesurer votre conformité en continu, bah, c'est bien ce qu'on va pouvoir faire. Dites-moi ce que vous faites en termes de contrôle et je viendrai vous dire où est-ce que vous en êtes en termes d'atteinte de vos objectifs. Il y a d'autres objets dans le modèle qui permettent d'alimenter ces scores. Il y a des contrôles, il y a des indicateurs qui sont des KPI, voilà, un nombre, OK, vous avez fait le test, mais combien vous en avez fait et qui vous permettra de pousser ça. Aujourd'hui, on va automatiser toutes ces mesures-là avec des connecteurs. On va aller s'interconnecter avec un outil de gestion de la vulnérabilité, avec un outil d'EDR, avec votre Azure AD, pour aller chercher des KPI et les projeter pour dire, voilà, on vient contrôler, mesurer factuellement et en continu, vous dire où est-ce que vous en êtes en termes de conformité. Et puis, j'avais introduit en disant que les contrôles vous permettaient aussi à piloter vos risques. Bah, c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire. Un risque, quand on le définit dans une analyse de risque, c'est un vecteur avec une situation initiale et une situation minimale, appelons ça résiduel. Et ce qui est important surtout, c'est ce niveau courant, qui est de dire cette bulle ici, où est-ce que j'en suis? Bah, cette bulle, chez nous, elle va alors bouger tous les jours, elle ne va pas fluctuer, mais elle va être réactualisée tous les jours en fonction des KPI, des plans d'action et aussi des contrôles. Si vous demandez toutes les semaines de faire des tests de backup, mais qui sont jamais bons, bah, votre risque, clairement, par rapport à ce que vous l'aviez vu en cible, bah, vous n'en êtes pas là. Ça va fluctuer. Et après, c'est de la représentation. Est-ce que vous voulez sous forme de flèche? Est-ce que vous voulez avec un niveau courant, en disant, bah voilà, aujourd'hui, compte tenu de l'état de mes contrôles, voici les contrôles que j'ai là. Ou est-ce que vous voulez un indicateur de réduction de mes risques en disant, aujourd'hui, je ne traite que 44%, et donc finalement, c'est un indicateur de plan de traitement de vos risques, mais qui va être à la fois sur le build, à la fois est-ce que vous avancez ce que vous avez prévu de faire, mais à la fois sur le run, sur le récurrent, le plan de contrôle, c'est bien ça. C'est du contrôle, du run. Est-ce que l'EDR que j'ai acheté il y a 2 ans parce que j'ai fait une analyse de risque, est-ce qu'il est toujours performant? Voilà. Donc ça, c'est tout le reporting et l'enrichissement qu'on va faire autour de vos plans de contrôle et qui vient clôturer donc les capacités de l'outil sur ce sujet du plan de contrôle. J'en reviens à mon petit slide. Alors, au passage, s'il y a des questions, j'ai cru voir un début de question tout à l'heure. N'hésitez pas. Je voulais simplement vous repartager deux, trois éléments sur l'actualité de Tenaci. Allez, sur notre actualité, donc la semaine prochaine, on sera présent aux Journées de la Cyber à Charbonnières-les-Bains, à Lyon. Donc, si vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'hésitez pas. J'interviendrai moi sur justement l'optimisation des ressources allouées à la cybersécurité. Donc, vous voyez qu'on est encore une fois dans ce sujet. Nos équipes seront présentes à Cannes fin mars, IT and Cyber Security Meeting. N'hésitez pas à passer nous voir. Fin mars, on fera à 11h une table ronde. Donc, j'aurai la chance de recevoir 3 RSSI dont les noms seront très prochainement communiqués autour du management et du leadership dans le contexte de la cybersécurité. Forum in Cyber, Lille, le nom change, mais le lieu reste fin mars. Donc, on sera en stand B7, encore une fois, passez nous voir. Et si vous êtes client, j'en ai vu certains d'entre vous, prochaine masterclass, donc le 4 avril, autour de la réponse à vos cas d'usage sur Tenaci. Il me reste quelques minutes. Je réponds bien volontiers à toutes vos questions. Je vais les basculer. Je vais les basculer pour plus facilement les voir. J'ai perdu ma fenêtre. Génial. Ah. Merci pour la présentation, très claire. Écoutez, avec plaisir. J'espère avoir répondu à vos questions si vous en aviez. Vous m'étiez plusieurs à me dire que vous aviez des axes d'amélioration. J'espère vous avoir éclairé, que ce soit en termes de process, d'outils, d'organisation.
Allez, je vous envoie un petit lien. Si vous voulez en savoir plus sur la solution Tenacier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes. On sera ravis d'échanger avec vous sur comment on peut vous aider à améliorer la gestion de vos plans de contrôle. Pour tous ceux qui m'ont dit que vous vouliez l'améliorer, et si Tenacier est perçu comme un axe d'amélioration, n'hésitez pas. Le support sera-t-il mis à disposition? Normalement, oui, il vous sera envoyé à l'issue de la présentation avec un replay. J'appelle mes collègues Justine, si tu peux me confirmer ça dans le chat. Ah, alors c'est B6 au FIC. Aïe, attention, B6, sinon ce sera raté si vous allez au B7, on ne sera pas loin. Confirmation, vous aurez le support. Parfait, 11h59, j'ai pu un peu rattraper mon retard. Merci beaucoup pour vos participations, pour vos questions. À très bientôt pour échanger sur le pilotage de la cyber via les plans de contrôle ou bien sûr tout autre sujet que vous voudriez échanger avec nous.